BFM Business, BFM Crypto, le club. Chaque après-midi, quelques minutes, 25 minutes à peu près consacrées aux cryptos et à leur potentiel. On rappelle qu'il ne faut investir en crypto que l'argent dont on n'a pas besoin, bien sûr, actifs très spéculatifs et qui restent très volatiles. Nos experts sont à nos côtés en ce lundi 11 juillet, toujours pas en vacances, ils sont sur le pont. Vincent Bois, bonjour Vincent. Bonjour. Analyse technique pour IG. Adli Takalbataï aussi avec nous, le président du Cercle du Coin, associé fondateur de Shift Capital. Bonjour Adli. Bonjour. Et Raphaël Bloch avec nous aussi, cofondateur de The Big Whale, dont il est aussi rédacteur en chef. Bonjour Raphaël. Bonjour Guillaume. On va se retrouver messieurs dans un instant, juste après avoir évoqué le potentiel des cryptos, donc avec Vincent. Vincent, on est toujours autour des 20 000, désespérément autour des 20 000 sur le Bitcoin. On commence à s'ennuyer ferme sur les cours des principales cryptos. Ça ronfle fort en ce moment, Vincent. Comment est-ce que vous voyez la suite? Qu'est-ce qui pourrait réveiller ce marché? Alors pour le moment, c'est vrai que les crypto-monnaies, comme les actifs d'ailleurs traditionnels, sont assez moins volatiles qu'on l'a vu. Heureusement d'ailleurs pour les marchés qui étaient plutôt baissiers. On est dans une tentative de rebond, que ce soit sur tous ces actifs et le Bitcoin ou les crypto-monnaies. On a atteint justement cet objectif qui était sur les 22 500, mais qui a amené à un nouvel échec. C'est un niveau technique assez important sur le moyen terme et un retour baissier qui paraît pour le moment technique. Les marchés américains sont en baisse, mais avec une semaine de résultats, une semaine sans trop de nouvelles qui pourraient être négatives, des chiffres d'inflation également qui pourraient montrer que cela stagne. En tout cas, un cocktail qui pourrait permettre de ne pas casser, de ne pas accélérer cette baisse et donc de tenter une nouvelle fois d'aller chercher ces 22 500. Il faudrait aller au-delà pour retrouver justement une tendance haussière, pour retrouver un rebond important. En revanche, on est toujours tout de même dans une pression baissière à moyen terme sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies. Donc il n'est pas impossible de revenir sur cet ancien niveau ici de mi-juin, sur les 17 500, qui pourrait créer un nouveau rebond. Mais attention, la pression reste baissière tout de même et on pourrait rester dans ce range, aller retrouver les 17 500 pour rebondir, voire les casser par la suite. Sur Ether, même tendance, on peut faire un copier-coller de ce que vous nous dites quant au Bitcoin? Oui, c'est vrai que l'Ether, de la même façon, on parlait des nouvelles, de The Merge ou autres, il y a encore quelques semaines. Pour le moment, ce n'est pas forcément ce qui intéresse les marchés, parce que même si cela peut être bénéfique à cette blockchain, eh bien, le cours de l'Ether, bien entendu, suit les autres actifs, suit les autres crypto-monnaies, et notamment, bien sûr, le Bitcoin. Et donc, au niveau technique, on maintient les $1000, mais de la même façon, à peu près au même moment, on est allé chercher ce niveau technique de court terme, placé sur les 1200, $1250, et donc c'est un retour en arrière. Pour le moment, qui est plutôt technique, et le rebond entamé le 19 juin, comme sur le Bitcoin, se maintient. Attention en revanche, si on revient sous les $1000, cela invaliderait, et on reviendrait très probablement sur les $850. Donc ici, on va suivre un peu la semaine, on va suivre les marchés financiers, bien sûr, traditionnels, les résultats d'entreprises qui vont être suivis avec attention et qui pourraient permettre de rebondir, et aux crypto-monnaies également, aux investisseurs de revenir à l'achat sur les crypto-monnaies à court terme. Sur l'Ether, on va aller chercher les 1250 s'il y a un rebond. La cassure pourrait nous permettre justement d'envisager un rebond un peu plus long terme. Mais attention, en revanche, si on casse les $1000 une nouvelle fois. Dans un instant, en priorité au direct, on rejoindra au château de Versailles notre envoyé spécial Thomas Asportas au sommet Choose Friends, ce sommet de l'attractivité, 5e édition, les patrons des grandes firmes mondiales à la rencontre du président de la République pour annoncer de nouveaux investissements à hauteur de plus de 6 milliards d'euros. Nous a annoncé tout à l'heure l'Élysée, ce serait donc 4000 créations d'emplois pérennes supplémentaires dans le pays. Thomas Asportas, dans un instant à suivre avec l'un des patrons donc de ces grandes firmes qui ont fait le déplacement à Versailles. Auparavant, on continue de parler de crypto, de l'univers global, des NFT aussi au sens encore plus large. Raphaël Bloch toujours avec nous. Raphaël, je ne sais pas ce que vous avez fait vendredi et samedi, mais certains Parisiens ont pu découvrir des NFT en allant chez Monoprix. Ils ont pu y acheter des NFT, pas dans tous les magasins, dans 3 d'entre eux. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Alors effectivement, donc l'enseigne que l'on connaît tous, un Monoprix qui appartient au groupe Casino, a entamé donc vendredi une campagne qui s'appelle le Web 3 pour tous, avec un objectif assez simple qui est de faire découvrir
découvrir à leurs clients des NFT. Alors, vendredi et samedi, ils avaient organisé dans 3 magasins parisiens, notamment le Monoprix de Montparnasse, finalement plusieurs ateliers donc, qui permettaient aux chalands de découvrir ce qu'est la blockchain, ce qu'est un NFT, ce qu'on met derrière l'idée de Web3. Et puis, plus globalement, pour accompagner en fait et avoir la parole et finalement les actes, ils ont installé des machines donc dans plusieurs Monoprix et qui jusqu'au 21 juillet vont permettre tout bêtement aux clients de Monoprix d'acheter en fait l'un des 550 NFT d'une collection qui fait maintenant un peu parler d'elle, une collection de NFT, les Root Kids, qui ont noué un partenariat avec l'enseigne. Et l'idée, c'est de permettre aux gens qui le souhaiteraient d'acheter une collection de NFT. Alors je précise quand même une petite chose, c'est que ces NFT coûtent 249 € pièce. Et alors en fait, en plus du NFT, quand vous l'achetez, vous récupérez, il y a un tote bag, il y a un t-shirt, également un bon de 20 €. Donc on voit bien que on est à mi-chemin entre la campagne de communication et en même temps, on va dire un premier usage, parce que finalement on peut repartir avec son NFT. Et en plus, ce que Monoprix a mis en place, c'est finalement un partenariat avec Honest, qui est une société française et qui les aide à justement créer ces NFT. C'est-à-dire que Monoprix ne gère pas toute l'opération. Justement, l'opération, quel est le but recherché par ce type d'opération par un groupe comme Monoprix ? Alors, il y a évidemment en fait, de prime abord, il y a le buzzword NFT qui permet de faire parler de l'enseigne. Et puis une fois qu'on a dit ça, ce qui est intéressant, c'est que les NFT et tout ce qu'on appelle justement Web3 avec les wallets, les crypto-monnaies, sont pris de plus en plus au sérieux par les enseignes, notamment dans le retail, parce que ces groupes savent très bien que dans les mois, les années qui viennent, ils vont devoir composer avec. Donc là, en fait, ce qu'ils font, c'est tester déjà l'appétence des clients, voir si ça réagit un petit peu. De ce que là, on a compris, ça a fait son petit effet. Maintenant, la campagne vient de démarrer, il y a encore une dizaine de jours, donc ils vont voir à la fin quels résultats ils vont en tirer. Mais pour eux, là, c'est une première étape pour un peu tester et montrer à leurs clients qu'ils sont présents sur cette thématique. Monoprix est pionnier, ce sont les seuls à proposer ce genre de choses, Raphaël ? Alors, effectivement, un test comme ça, grandeur nature, dans des magasins, à ma connaissance, il n'y en a pas eu tant que ça. À l'étranger, il y en a eu notamment en Asie, mais effectivement, c'est une première en France. Maintenant, on sait que plusieurs autres groupes travaillent sur des expérimentations similaires. La semaine dernière, on a beaucoup parlé de l'Olympia, qui a lancé justement une carte de membership sous forme de NFT. Donc, on voit bien que dès que vous êtes sur finalement une relation client avec ce qu'on appelle du retail, des particuliers, il y a pas mal d'entreprises, de salles de spectacle qui se disent c'est peut-être une manière de renforcer la relation client, de lancer de nouveaux produits, de faire parler de nous et tout bêtement de montrer que on évolue avec la technologie. Et mine de rien, donc les NFT entrent dans la grande consommation au sens propre. On parle là d'un groupe de grande distribution, Monoprix. Adli, vous nous suivez toujours à distance. Comment est-ce que vous regardez ce choix, cette stratégie, cette audace peut-être aussi de Monoprix à pouvoir permettre à ses clients d'acheter des NFT dans ses magasins, dans 3 de ses magasins ? C'est marrant, j'aurais plus dit opportunisme entre guillemets, mais parce que c'est une belle opération marketing. Mais c'est intéressant en tout cas de constater que les entreprises commencent à adopter plus ou moins ces nouvelles technologies. Et c'est vraiment ça que je trouve intéressant, c'est que c'est l'usage technologique qui va être adopté petit à petit. Et j'ai envie de dire que pour moi, Monoprix aura énormément d'audace le jour où ce NFT pourra servir à la caisse pour avoir une réduction par exemple sur son caddie. Et vraiment utiliser cet aspect de permanence qu'ont les NFT pour pouvoir identifier l'acte de quelqu'un dans le passé, que ce soit un soutien, que ce soit quelqu'un qui était présent à tel endroit, etc., et créer comme ça des interactions par rapport à nos dépenses passées. Alors justement, c'est aussi la question que vous posez. Est-ce que ces NFT qui s'introduisent donc dans le monde de la grande distribution, comme ça, chez Monoprix, pourraient devenir un véhicule, un moyen de transformer la relation client pour tous ces groupes, par exemple, Raphaël ? Non, mais totalement. Et d'ailleurs, quand donc avec The Big Whale, on a discuté avec les responsables du groupe Casino, c'est précisément ce qu'ils ont en tête. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois se dire que nous sommes au début d'un mouvement qui va s'inscrire dans la durée. Donc finalement, pour les grands groupes, il y a d'abord la phase de réflexion, c'est-à-dire qu'en amont, ils pensent ce genre de projet, après ils commencent à expérimenter, et l'opération en cours en fait partie, et puis après il y a la phase plus industrielle, qui elle en fait est déterminante, et qui va démarrer dans les mois qui viennent, parce que, et ça c'est un point dont on parle régulièrement sur BFM Crypto, c'est que les NFT ne vont pas sans le système des wallets, c'est-à-dire que pour conserver tous ces crypto-actifs dont on parle, tous ces NFT, il faut avoir en face le wallet, et finalement aujourd'hui le wallet n'est pas utilisé par tous, loin de là. Mais le pari de beaucoup d'industriels, c'est que dans les mois et les années qui viennent,
un nombre croissant de particuliers auront ces wallets et donc avoir un NFT, comme Monoprix souhaite le faire, c'est finalement avoir une relation directe avec le wallet de leurs clients et donc pousser des services, imaginer des offres spéciales, identifier tout un type de clients qui potentiellement sont plus consommateurs et en fait mériterait d'avoir des réductions, des offres spéciales. Oui, et voilà comment les tokens, les NFT pourraient aussi transformer la relation client. On va suivre ça de près. Adli, de votre côté, alors Adli, vous êtes très optimiste sur l'avenir des cryptos en tant que monnaie. Et là, c'est un véritable plaidoyer que vous allez proposer aux fidèles de BFM Crypto. Alors, on va suivre, Adli, le fil de votre plaidoyer et puis ensuite on va le challenger. Quel diagnostic d'abord, Adli, est-ce que vous posez sur la situation monétaire actuelle ? Vous pensez, vous, que les cryptos feront partie du futur nouvel ordre monétaire mondial ? Est-ce que vous pensez que l'ordre monétaire actuel est d'ores et déjà en sursis ? Première question et on passera à la suite juste après. Pour le coup, je pense vraiment qu'on est en train de vivre quelque chose d'assez unique depuis 71, depuis qu'on a brisé la convertibilité de la monnaie avec l'or. Et que désormais toutes les monnaies sont flottantes et leurs cours sont flottants les unes par rapport aux autres, et donc vont dépendre à la fois de la productivité des États, de leur balance commerciale, de leur armée, de leur politique monétaire et de plein d'autres facteurs. Et clairement, dans ce monde-là, l'hégémonie a été celle du dollar, elle est toujours celle du dollar, mais avec la guerre en Ukraine et entre guillemets le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a eu un impact sur le monde entier, les sanctions qu'a connues la Russie peuvent créer clairement une énorme crise de confiance sur le dollar, surtout de la partie chez les BRICS, on va dire, donc les Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud, qui sont finalement qui deviennent un ensemble économique qui peut clairement peser contre le G7, j'ai envie de dire. Et après, il y a un autre ensemble qui pourrait être intéressé potentiellement par se libérer du dollar, c'est les monarchies du pétrole qui, elles, clairement, sont sous l'empire du dollar. C'est un deal qui les arrange aussi depuis longtemps, mais qui pourrait moins les arranger dans les années à venir. Et étant donné que le pétrole va être une ressource en plus qui va être de plus en plus importante et de plus en plus rare, j'ai envie de dire, leur rôle et leur pouvoir va être potentiellement croissant, entre guillemets, dans leur marge de négociation. Donc on pourrait voir finalement le Bitcoin qui se comporte comme une commodité devenir un peu cette monnaie de réserve qu'était l'or pré-71 dans un monde où finalement il n'y a plus d'union autour du dollar ou plus de confiance totale autour du dollar. Bon, et ensuite le fil de votre plaidoyer et de votre logique, donc pour vous, dans le futur ordre monétaire, le dollar ne sera plus roi et forcément les cryptos, alors s'y substitueront, c'est peut-être un grand mot, mais auront leur place, forcément. En tout cas, c'est une hypothèse. Ne serait-ce que la fin de l'hégémonie du dollar est une hypothèse aussi, mais en tout cas, on voit apparaître des signes de la fin de cette domination totale monétaire par le dollar et un monde qui va être beaucoup plus multipolaire entre guillemets, avec des puissances potentiellement plus adjacentes et donc avec des intérêts monétaires différents. Bon. Après, pour les cryptos en elles-mêmes, parce que vous me posiez la question sur les cryptos, je ne sais pas si les cryptos prendront nécessairement ce rôle-là, mais je pense qu'en tout cas le rôle je le pense, mais on ne peut pas en être sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans un monde comme ça, les commodités, les matières premières vont reprendre énormément d'importance parce que finalement, ce sont des valeurs sur lesquelles on peut compter, entre guillemets, donc des valeurs de réserve en quelque sorte. Et on sait qu'en plus, pendant les périodes d'inflation et potentiellement les périodes de récession, c'est des valeurs qui peuvent être refuges. Et donc, Bitcoin, de par son architecture qui ressemble extrêmement à un or numérique, pourrait clairement avoir un rôle à jouer parce qu'il a aussi le bénéfice d'être totalement neutre et d'être totalement inarrêtable, ce qui pourrait être intéressant quand on voit les actifs russes qui sont gelés, par exemple. Donc vous imaginez par exemple des échanges de matières premières en partie en Bitcoin. Alors voilà, encore une fois, c'est très fictif, mais c'est ce fil que vous voulez proposer aujourd'hui aux fans de crypto pour imaginer un futur avenir monétaire. Comment, si Bitcoin devient si central, c'est peut-être un grand mot, mais si présent et plus incontournable qu'il ne l'est aujourd'hui, comment est-ce que le marché des cryptos au sens plus large réagirait-il ? Voilà. Déjà, ça le ferait rentrer dans une dimension totalement différente.
Et je vais dire aussi pourquoi je pense à tout ça, hein, parce qu'il y a eu à la fois la Russie qui a, même si on n'a pas d'informations entre guillemets sur les volumes, enfin j'ai pas trouvé d'informations sur les volumes en Bitcoin qui ont été faits sur les ventes de gaz russe, où les Russes ont annoncé accepter le Bitcoin. C'est ça qui m'a fait penser un peu à cette logique-là. Également, un article d'analyse du Crédit Suisse qui voyait la naissance d'un Bretton Woods 3 avec la fin du dollar, et voyait le Bitcoin pouvoir que le Bitcoin pouvait prendre un avantage entre guillemets dans ce nouvel équilibre monétaire. Donc oui, clairement, ça ferait de Bitcoin un actif beaucoup plus fort, parce que si c'est celui que les puissances, en tout cas si c'est une des possibilités pour payer par exemple de l'énergie et des matières premières, c'est-à-dire payer des bitcoins, bon, ben les États vont commencer à accumuler des bitcoins dans leur balance entre guillemets. Ils vont également commencer à les dépenser, donc ça fait aussi un cercle qui devient intéressant, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement des taxes qui seront aussi sur Bitcoin, et donc petit à petit ça rentrerait dans l'économie et ça deviendrait ça prendrait une masse monétaire théoriquement plus importante, parce que ça capterait une partie finalement de la valeur du marché de l'énergie. Vous y croyez vraiment, Raphaël? Le dollar, quand même, là en ce moment, il est quand même en train de se renforcer face à plein de devises. Il a derrière lui une armée, quand même un actif, à savoir la première économie du monde. Il n'est pas prêt d'être dessoudé, le dollar. Non, mais c'est c'est ça qui est passionnant dans ce qui se passe actuellement. C'est que là où je serais d'accord avec Adelis, c'est qu'on est effectivement rentré dans un monde absolument inconnu sur le plan monétaire. Après, ce qui est assez fascinant avec le dollar, c'est qu'on a souvent tendance à annoncer qu'il va justement laisser du terrain au profit une fois de l'euro, du yuan ou d'autres monnaies. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois, il revient presque plus fort. Effectivement, la séquence là que nous vivons, avec un dollar qui ne cesse de s'apprécier, montre bien qu'on l'a annoncé mort pas mal de fois, et en attendant, il est toujours présent, un peu comme Bitcoin. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Le club BFM Crypto, Adli Takalbataï, président du Cercle du Coin, Raphaël Bloch, cofondateur et rédacteur en chef de The Big Whale.